Alors Christine Mailly, secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, on a vu Christine très présente sur le front politique, interpellant avec succès d'ailleurs les gouvernements sur les conséquences des insuffisances des politiques qu'ils mènent. On est nombreux probablement à avoir en mémoire le débatorium pendant la campagne politique. Muriel Jerkens y représentait Écolo, elle s'en souvient sûrement. Donc, Christine, nous pouvons la considérer comme une porte-parole pas tout à fait ordinaire de ceux qu'on appelle trop vite ceux qui sont sans voix. Et donc, les actions qui sont menées au réseau wallon et la parole que tu portes est faite de manière très participative avec les militants. Et donc, nous t'invitons à nous exposer cela. Je pense que le terme audace, création partagée, participation et action politique devrait quelque peu te parler. Merci Jean. Merci de m'avoir invité et d'avoir l'occasion aussi d'entendre tout ce qui se dit la part des autres ici autour de la table. Donc oui, moi je vais parler d'un endroit différent, autre, complémentaire et qui existe dans la société, puisque mon investissement dans ma vie professionnelle depuis que j'ai commencé à travailler est sur le champ des contenus à l'articulation du travail social et culturel et dans l'esprit d'éducation permanente à travers tout ce qui se développe, et avec l'intention que les personnes considérées poids lourds, excédentaires, encombrantes, dites sans voix, puissent trouver de la place. Et personnellement, la porte d'entrée qui est à l'origine de ces relations avec les gens, c'est chaque fois leur appauvrissement, leurs conditions de détresse liées à trop peu de droits. Donc trop peu de droits financiers, trop peu de droits économiques, trop peu de droits au logement, trop peu de droits d'accès à la santé, trop peu de droits à la mobilité, trop peu de droits à la considération, etc. Bon, pour prendre un terme générique pour en parler, on dira la population en situation de pauvreté. Et vous voyez que derrière ce vocable pauvreté, la définition en est plus large que uniquement la pauvreté monétaire, même si il ne faut pas oublier que la pauvreté monétaire est quand même un des éléments qui va précipiter les gens dans beaucoup plus de difficultés pour pouvoir trouver des points d'appui dans la vie que quand elle n'existe pas, cette pauvreté monétaire. Voilà, et donc, moi, dans ma vie professionnelle, je veux juste introduire comme ça et puis venir immédiatement sur les gens et comment est-ce qu'on essaye de faire des choses différentes avec les gens. Mais je me suis toujours posé la question, depuis que j'ai commencé à travailler, de qui est là quand on est en train de travailler et qui n'est pas là. Et donc, qui est dedans et qui est dehors, et qu'est-ce que c'est le dedans et qu'est-ce que c'est le dehors. Et c'est quelque chose qui a toujours été présent dans mon travail, et je sais qu'avec les animateurs sur le terrain, etc., je questionnais souvent en plus qui n'est pas là que qui est là. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ceux qui sont là. Et notamment au niveau de la composition des équipes de travail, et c'est encore le cas aujourd'hui au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Moi, j'ai toujours voulu qu'on soit capable, dans les organisations d'éducation permanente, culturelle, etc., d'avoir des équipes composites avec des personnes ayant des potentiels socio-économiques variables, avec des personnes ayant des parcours d'accès à la connaissance extrêmement variables, donc des gens intellectuellement très formés, et des gens ayant plein d'autres aptitudes, mais pas les référents du canal traditionnel de l'enseignement qui conduit à un diplôme nécessairement, etc. Parce que j'ai toujours trouvé assez insupportable que, dans le champ de l'associatif, là je parle, puisque c'est celui-là que je connais, où j'ai investi, j'ai toujours trouvé insupportable que le champ de l'associatif demande au reste de la société d'arriver à faire ce que peut-être lui-même ne pratique pas. Et donc, je trouve qu'il faut pouvoir, à l'interne, et j'aimais bien, alors ça m'intéresserait, je ne sais pas si je vais lire beaucoup, mais en tout cas, l'idée d'interstices, parce que les interstices dans les équipes composites comme ça, et les espaces, en tout cas, qui sont critiques, c'est beaucoup moins dans la mission de travail que les gens ont à faire, seuls ou complémentairement les uns avec les autres, que dans tous les moments de vie collective d'équipe où on mange ensemble, où on va aller boire un verre à la fin de la journée ensemble, où on a des référents communs en termes d'activités culturelles ou sportives ou pas, qui vont faire que
il va y avoir des différences importantes au sein d'une équipe, et c'est comment on combat la domination, en quelque sorte, d'une référence générale qui fait que, par exemple, si on est dans un monde socioculturel, il ne s'agit pas de s'intéresser à la musique populaire, mais à la musique actuelle reconnue par le monde de la culture, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui auront plaisir à parler d'un chanteur très populaire, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans une équipe de quelqu'un qui adore le tuning, à côté de ceux qui sont environnementalistes et qui vont dire c'est un drame pour l'environnement et la nature, etc. Comment est-ce qu'on travaille avec tout ça dans une équipe de travail ensemble? Et c'est là que les phénomènes de centrifugeuses et d'exclusion vont se jouer souvent. C'est autour de ça. Voilà, et dans ce cadre-là, il se fait, mais ça n'a pas été des choix déterminés, il se fait que dans les équipes où j'ai travaillé, il y a aussi toujours eu des personnes qui connaissent des défaillances, des déficiences. C'est toujours difficile, je trouve, de trouver le nom, mais c'est-à-dire qui ont des véritables maladies mentales, par exemple, à diagnostiquer, etc., avec des épisodes de soins nécessaires, etc., ou des personnes qui connaissent des déficiences intellectuelles légères, etc., et qui sont aussi dans les équipes au travail pour pouvoir faire les choses. Voilà, ça c'est pour poser le cadre général. Maintenant, je vais venir plus vite et de façon courte au réseau. Et ce qui se passe, c'est que, continuant à se poser la question du dedans, du dedans et du dehors, le réseau, il a choisi en quelque sorte pour essayer de lutter contre les inégalités, pour éradiquer cette pauvreté qui est inadmissible, insupportable et qui n'a pas de raison d'exister dans une société collective digne de ce nom où l'attention aux humains serait centrale. On s'est toujours dit qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit être exclusivement dans la rue, la revendication et lancer des slogans, etc. Et est-ce qu'on doit être aussi peut-être dans le dedans, c'est-à-dire au travail, avec des acteurs, alors souvent les acteurs politiques, mais il n'y a pas que, avec les acteurs qui sont un peu les détenteurs de la décision, de l'orientation, de l'organisation, de la technocratisation, de l'analyse économique, etc., dans cette société. On a décidé au réseau de faire les deux. C'est une position qu'on pourrait peut-être considérer schizophrénique. On essaye de faire les deux, avec tout ce que ça a de particulier. D'une part, une série de personnes qui connaissent avec plus ou moins d'intensité les mécanismes d'exclusion et d'appauvrissement de toutes sortes, hein, donc vivre dans le trop peu de tout durablement, c'est ça hein, qu'il y a derrière ce que je veux dire. Donc on rassemble des gens qui vivent dans le trop peu de tout durablement. Et ces personnes que l'on qualifie au réseau, qui se sont qualifiées à un moment donné, c'est comme ça qu'on les nomme maintenant, témoins du vécu militant, donc, témoins d'un vécu personnel militant, se rassemblent au réseau pour prendre possession du droit à être des acteurs politiques. Donc c'est prendre possession du droit, en quelque sorte convoquer le monde politique, convoquer des économistes, convoquer des profs d'UNIF. Là, prochainement, on va organiser une assemblée résidentielle à Louvain-la-Neuve et on va essayer de remplir l'auditoire de profs d'UNIF. Bon, c'est pas gagné, hein, mais on s'y attelle. Et sur la scène, ce sera ceux dont je parle, qui seront là pour leur partager des choses et essayer d'établir un dialogue inversé, pour une fois, c'est-à-dire qu'il ne soit plus objet d'étude, mais sujet de discussion avec ceux qui sont en face, pour essayer de voir comment on peut aussi influencer dans cet espace-là les rapports de force pour modifier les choses à long terme. Donc ces témoins du vécu, c'est avec eux, par exemple, qu'on a préparé ce débattorium pour les élections. Et on a voulu quoi? Et ils ont voulu quoi dans ce débattorium pour les élections? Ils ont voulu, par le concret, par les questions, par la mise en scène, par la forme, interroger le politique, mais aussi, en quelque sorte, presque faire de l'éducation permanente avec eux. Bon, réel, je ne sais pas comment tu vis le fait que je dise ça, mais c'était ça, l'esprit. C'était de se dire, nous, on considère que le monde politique est aussi le public,
avisés par le processus d'éducation permanente, pas que. Tout comme pour le moment, par exemple, on invite des économistes individuellement au réseau pendant 2h30 dans notre petit local, des économistes de renom, ceux qu'on entend à la TV, etc., toutes tendances confondues sur leur vision d'économistes, et c'est les gens qui les questionnent, qui les soumettent à la question en les interrogeant sur leurs solutions par rapport à la réduction des inégalités, etc. Bon, voilà. Et puis, on a poussé le bouchon un peu plus loin, et je terminerai sur cette explication-là, en se disant que dans ce dehors qu'on fait avec les témoins du vécu, où là, c'est un engagement volontaire des gens. Donc, ce sont des gens qui vivent dans le dénuement, dans la difficulté d'accès à tout, et qui décident de consacrer du temps de façon intense, régulière, à venir dans des groupes de travail, dans des réunions, à concevoir des actions, préparer des débats politiques, etc. Donc, qui, au-delà, et avec des capacités incroyables qui ne leur sont pas reconnues dans leur vie quotidienne par la plupart des acteurs qui gravitent autour d'eux, puisqu'ils sont souvent disqualifiés par le travail, disqualifiés parfois malheureusement par l'aide sociale, les services sociaux, etc. Heureusement, il y a aussi des services qui soutiennent et qui gratifient, mais je veux dire, c'est plutôt comme ça qu'ils sont vus, comme des excédents. Donc ils viennent consacrer ce temps bénévolement, et c'est particulièrement précieux. Et donc, on a alors essayé de travailler à plus que ça et à se demander, mais pourquoi est-ce que dans le fond, des personnes qui connaissent, qui ont cette expertise-là de la vie, avec ce qu'elle a de rude, mais ce qu'elle a aussi de costaud, ne pourraient pas devenir aussi des professionnels qui vont aller créer des interstices à l'intérieur des administrations publiques. Alors, il y a cette expérience qui existe depuis plusieurs années au gouvernement fédéral, où il y a un métier qui s'appelle le métier des experts du vécu. Donc, les experts du vécu sont des personnes en situation de pauvreté qui travaillent à l'intérieur des administrations publiques fédérales. On a essayé de créer un dispositif apparenté, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'est pas tout à fait le même si il y a des liens, évidemment, à destination des administrations publiques de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, on est allé avec des experts du vécu du fédéral, d'abord essayer de convaincre le monde politique et puis la hiérarchie des administrations à l'intérêt qu'il y aurait d'avoir à l'intérieur des services publics également des personnes qui sont concernées ou qui ont été concernées par la confrontation au rapport aux institutions, qui ont des choses à en dire, mais qui ont des propositions à faire. Et donc, pas pour devenir les accompagnateurs spécialisés des pauvres qui fréquentent les administrations publiques parce qu'il faut bien les accompagner de façon particulière, de plus intense, etc., mais pour identifier à l'intérieur du fonctionnement des services publics ce qui ne correspond pas à toute une partie de la population dans le mode de fonctionnement qui fait qu'ils ne peuvent pas bénéficier du service public tel qu'il est organisé. Donc si le service public, en gros, va bien fonctionner pour 80% de la population, il est partiellement défaillant, voire excluant pour entre 15 et 20, c'est difficile à dire, % de la population. Et c'est précisément par rapport à ceux pour lesquels il est défaillant que c'est le plus important qu'ils deviennent le plus compétents possible, puisque le service public, par définition, c'est l'instrument de plus qu'ont les gens qui doivent trouver des points d'appui soutenants compte tenu de la rudesse de ce qu'ils ont travaillé en termes d'éjection des systèmes. C'est l'instrument de plus qu'ils doivent trouver comme point d'appui pour pouvoir être des sujets pleinement de droit qui s'émancipent, mais aussi reconquièrent en quelque sorte le pouvoir de vivre pour eux. Et donc, on vient de faire tout ce processus et on est à l'étape de commencer à ce que soient engagées des personnes, alors que nous qualifions de facilitateurs ou facilitatrices en prévention des inégalités. Derrière prévention des inégalités, il y a bien l'idée chez nous que la mission des services publics, elle est normalement de rendre un service pour construire l'égalité entre les citoyens, pour construire du droit pour tous. On ne dit pas qu'elle ne cherche pas à le faire, mais on dit qu'il y a des tas de failles, puisque
le système des administrations est en général évidemment pensé par des gens formés au niveau scolaire, plutôt blancs de peau, plutôt fonctionnant dans des mondes intellectuels référentiels de les mêmes, donc qui vont forcément avoir la tendance à construire et reproduire des mécanismes qui leur correspondent en appréhendant moins les aspérités pour arriver à rencontrer la totalité de la population, ce qui est la mission d'un service public en tant que tel. Alors je terminerai en disant que ça n'est pas simple parce que c'est évidemment essayer de construire une fonction où la personne qui va être facilitatrice en prévention des inégalités ne va pas devenir un fonctionnaire. Elle va être dans la fonction publique un acteur aux côtés et avec, qui ne va pas commencer non plus à aller tirer à boulet rouge sur toute l'administration publique en disant que rien ne va, mais elle va être un acteur qui, parce qu'elle va rester en connexion avec la population sur le terrain, va pouvoir identifier des fonctionnements, dysfonctionnements à corriger à l'intérieur de la fonction publique au bénéfice du droit, en particulier pour les gens qui en sont exclus. On pourrait prendre des exemples, hein, et c'est étonnant parce qu'on a travaillé presque 3 ans avec l'administration wallonne, donc avec le secrétariat général et certains directeurs d'administration, pour arriver à élaborer ça. Et pour vous donner 2 exemples, l'administration wallonne de la fiscalité, par exemple, souhaite absolument travailler avec un ou une facilitatrice ayant pointé d'eux-mêmes et nous avec eux des choses qui ne vont vraiment pas en termes de droit par rapport à l'entièreté de la population. C'est pour vous dire qu'on n'est pas nécessairement dans les affaires sociales immédiatement. Hein. Ça correspond à essayer de faire changer les choses dans l'ensemble des droits de la société. Voilà comment on essaye de travailler au réseau. On est à la fois dans la rue à gueuler avec d'autres pour dire que ça ne va pas. On est à la fois, avec les témoins du vécu militant, à convoquer des politiques, des économistes. On essaye le monde de l'entreprise, on essaye le monde de la finance, voilà, pas le plus simple. Et puis à la fois d'aller travailler dedans, en quelque sorte. Hein, c'est notamment ce travail dans les administrations avec le métier de facilitateur ou facilitatrice en prévention des inégalités. Il faudra se revoir pour évaluer ce que ça va donner. Hein. Tout ça doit se construire en douceur pour qu'on aille vers quelque chose de constructif. Pas intéressant que ça ne marche pas.